Kurokawa, c'est né de la volonté du patron de l'époque de la maison d'édition Univers Poche de se lancer dans le manga, parce qu'il s'agissait de Jean-Claude Dubost, qui était un grand monsieur de l'édition jeunesse. C'est lui, par exemple, qui avait trouvé et ramené en France les livres dont vous êtes le héros dans les années 80, ou la collection Chair de poule dans les années 90. Et dans les années 2000, il s'est dit qu'il fallait se lancer dans le manga, parce que c'est ce que les jeunes aimaient. Et pour ce faire, il a fait appel à moi. Vous êtes en train de regarder la série documentaire qui retrace les 20 ans de Kurokawa, car oui, en 2025, on a célébré nos 20 ans. Vous allez avoir plusieurs interviews de personnes de chez Kuro que vous avez pu voir sur TikTok et autres, mais aussi d'autres acteurs extérieurs à Kurokawa qui sont dans l'industrie du manga. On espère que cette série de vidéos va vous plaire, et surtout, merci pour votre soutien, merci de nous suivre, bon visionnage, et abonnez-vous. C'est un hasard total, que moi je viens du jeu vidéo à la base. Chez Univers Poche, ils cherchaient un éditeur, mais qui parlait japonais, pour pouvoir lire les mangas avant de les acheter, c'est quand même plus utile. Sauf que à l'époque, ils ont rencontré plusieurs personnes pour occuper ce poste, et ils sont tombés sur des gens qui leur disaient non mais je parle pas japonais, mais c'est pas grave parce que les mangas ils se ressemblent tous. En tant qu'éditeur de littérature, ça les a pas du tout rassurés de se dire qu'ils allaient acheter des livres sans les lire. Donc ils ont attendu de tomber sur moi assez par hasard, si je me souviens bien. J'ai été présenté à Univers Poche via des copains à moi qui bossaient à la librairie Album, et dont le patron connaissait le patron d'Univers Poche, et à qui il a dit « Ah ben attends, je vais demander à mes vendeurs s'ils connaissent pas quelqu'un qui parle japonais. » Et c'était moi. Mon premier projet chez Kurokawa, c'était déjà de comprendre le marché du manga français, parce que je connaissais les mangas au Japon, mais je m'étais jamais vraiment posé la question de ce qui marchait en France, pourquoi ça marchait en France, comment est-ce que les gens, finalement le grand public français consommait le manga, parce que c'était une question que je m'étais jamais posée. Donc le premier projet quand je suis arrivé, c'était déjà d'essayer de voir un petit peu ce qu'il fallait sortir. Et donc effectivement, je lis énormément de mangas à ce moment-là pour repérer un peu ce qu'il y a de bien, mais je regarde aussi un peu ce qu'aiment les gens en France pour être sûr de sortir quelque chose qui est pertinent. Et donc je lis la plupart des magazines japonais qui existent à l'époque, et puis j'essaye de rapidement élaguer certaines parties du monde de l'édition japonais qui correspondent pas forcément au goût des Français. J'avais carte blanche dans la mesure où j'arrive dans une société où personne ne connaît rien au manga. D'ailleurs, les premiers titres que je leur montre, on sent que c'était il y a 20-21 ans et qu'il y avait encore ce choc des cultures. Je leur montre Crayon Shin-chan en leur disant « Regardez, ça c'est super drôle et tout », et il y a pas mal de gens d'une cinquantaine, d'une soixantaine d'années qui sont horrifiés parce que Shin-chan prend son bain tout nu avec sa mère. Et ils sont là, quoi? Mais ça va à l'encontre de Françoise Dolto, on peut pas publier ça. Et il y a eu effectivement quelques petites barrières culturelles à élaguer avant de pouvoir travailler sereinement. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé chez Kurokawa, j'avais pas vraiment d'expérience de l'édition. Donc j'ai chopé entre 25 et 30 mangas que j'ai traduit moi-même et que j'ai fait lire à des panels de gens. Donc à mes potes, à des enfants de copains, à des gens même en interne chez Editis, pour avoir leur réaction. Et j'ai tout noté, je leur ai demandé de remplir des fiches de lecture, etc. etc. Je faisais des soirées chez moi avec 20-30 personnes. Alors dans un appart de 30 mètres carrés, on était un peu serré, mais bon, c'était la bonne époque. Un peu bohème, on va dire. J'organisais des week-ends où j'avais 20-30 personnes chez moi, je faisais venir une cinquantaine de pizzas, et les gens lisaient des mangas que j'avais traduits moi-même. Donc j'en ai traduit beaucoup. Hein. Alors moi, quand je suis arrivée, il y avait déjà des titres qui avaient été choisis. Après, Greg était essentiellement seul sur la prospection. C'est moi, petit à petit, qui suis rentrée dans la danse. Mais au départ, Full Metal était déjà acheté, Satan aussi, Yotsuba. Donc j'ai pris le train en marche. Et puis après, Greg partageait avec moi et Fabien aussi, Fabien Vautrin, qui est arrivé après. J'ai reçu un appel de la directrice de la fabrication d'Univers Poche, qui m'a téléphoné vraiment un peu au hasard en me demandant de l'aide parce qu'il voulait imprimer des mangas et il ne savait pas trop comment faire. Je connaissais déjà Greg depuis quelques années, et je pense que c'est lui qui a lui donné mon numéro en lui disant « Vois avec Fabien, peut-être qu'il pourrait t'aider ». Et moi j'ai travaillé dans la presse à l'époque, je travaillais dans la presse jeux vidéo, et c'est vrai que j'avais une petite expérience en termes d'impression de magazines, de livres et tout ça, donc je lui ai dit bon ok, ça peut être sympa, et puis en plus c'est Greg qui demande. Est-ce qu'on refuse des choses à Greg? Je ne sais pas. Et c'est après seulement que j'ai rencontré Greg dans son bureau caverne. Il avait déjà ce bureau caverne? Oui. D'ailleurs, c'est ce qui m'a frappé ma première rencontre avec lui.
Quand je suis arrivée dans son bureau, j'ai dû déjà enjamber des cartons je dépassais juste un petit peu. Il y avait une toute petite fente pour qu'il puisse accéder à son bureau. Et donc on s'est fait coucou comme ça, on s'est présenté comme ça derrière les cartons. Je me suis retrouvé à travailler sur les tout premiers titres de Kurokawa. À la base, c'était principalement faire de la mise en page, donc du lettrage, ce qui consiste à effacer les onomatopées japonaises pour mettre la version française, et aussi à m'occuper de la traduction avec ma femme, qui est japonaise. Le premier titre, c'est Fullmetal Alchemist. Il n'y avait pas vraiment de comité édito puisqu'on était une toute petite équipe. C'était plutôt une discussion comme ça, informelle, dans le bureau. Je vous présente Suzy. Qui va rester là. Oui, elle a l'air bien installée là. Tu avais l'idée de lancer une maison d'édition et lui on l'appelle. Comment toi tu avais vu ça à peu près à cette époque-là? D'un très bon œil parce que, alors d'abord j'ai jamais eu une vision très conflictuelle de la concurrence sur le marché. Moi, et encore moins dans le cas de Greg, parce que pour moi c'était un mariage idéal de grands groupes d'édition avec des moyens importants et d'un professionnel de la pop culture japonaise qui portait le projet éditorial. Et c'est ce qui manquait à l'époque. À l'époque, il y avait des grands groupes d'édition intéressés par le manga, mais la partie passionnée, professionnelle, pointue, elle n'était pas très présente à l'époque. Donc de notre point de vue, c'était le mariage idéal et on a vu ça cette arrivée-là d'un très très bon œil parce qu'on était persuadés que ça allait aider à structurer le marché dans le bon sens et c'est ce qui s'est passé. On se sentait très proche de ce projet parce qu'on était proche de Greg et qu'on se voyait aussi comme des éditeurs d'une certaine manière d'une nouvelle génération, c'est-à-dire des éditeurs qui n'étaient pas là par hasard et qui avaient tout un parcours éducatif et professionnel basé sur cette passion pour le Japon, le manga, l'animation et le jeu vidéo. Et donc on n'arrivait pas chez les éditeurs japonais en demandant ce qui fonctionnait chez eux. On arrivait chez les éditeurs japonais en ayant lu des bouquins et en leur disant voilà, on est intéressé par telle série, tel titre, parce qu'on l'a lu, parce qu'on l'a aimé pour telle raison et qu'on pense pouvoir le défendre et lui donner sa chance en France. C'était une vision un petit peu nouvelle de l'édition au standard de l'époque. Je crois que la première série qu'on a signée, je sais plus si c'est Azumanga Daioh ou si c'est Kimi wa Pet, c'est une des deux. Alors le lancement de Kurokawa s'est fait avec 4 séries. À la base, on avait signé 8 séries, donc on a sorti 4 séries en septembre 2005 et 4 séries en octobre 2005 et on alternait un tome de chaque série. Donc les 4 premières séries à être sorties le 12 septembre 2005, c'était donc Fullmetal Alchemist, Kimi wa Pet, Azumanga Daioh et Nuts. Pour lancer une marque, il te faut un titre fort dès le départ, donc on voulait lancer Fullmetal Alchemist. Mais comme c'était un peu la guerre pour obtenir Fullmetal Alchemist, on attendait d'être sûr d'avoir ce titre pour pouvoir lancer Kurokawa. Fullmetal Alchemist, c'est un titre d'abord absolument extraordinaire et qui était un peu le dernier méga blockbuster en puissance disponible au Japon à cette période-là et qui ne soit pas encore licencié au Japon. Donc ça, voilà, ça c'est le tout premier tome de Fullmetal Alchemist en japonais. C'est Full Metal. Je me souviens de la première validation de couverture et de jaquette que j'ai envoyée, c'était FMA. C'est vrai qu'à l'époque, il faut savoir qu'on numérotait, alors ça se fait encore aujourd'hui, hein, mais il y a des outils qui nous aident, donc on numérotait vraiment les livres à la main. Et encore une fois, c'est une autre époque, mais les livres étaient scannés en fait. Donc on scannait la version japonaise, parce que les éditeurs japonais ne nous fournissaient pas forcément les données numériques, ou ils ne les avaient pas eux-mêmes. J'ai cliqué sur ma souris, où j'avais la main qui tremblait un peu, j'ai relu mon mail 50 fois. Voilà, c'était mon premier mail d'appro à Square Enix, donc voilà, j'ai premier travail sur FMA, avec Fabien qui était déjà aussi le traducteur de Full Metal, et avec qui j'ai travaillé aussi sur la couverture, donc voilà, c'était vraiment le premier titre sur lequel j'ai travaillé. Et donc je suis allé dans un cache, j'ai plus le nom du magasin à Pau, et il y avait les 3 premiers tomes déjà de parus de Full Metal. Ils étaient déjà d'occasion, là, c'était à 3 € à l'époque. Bah, du coup, j'ai pris les 3 tomes d'un coup, et ensuite j'ai suivi tous les mois la parution des FMA. Donc chez moi, j'ai un Full Metal, première édition, septembre 2005.
Et c'est avec ça, du coup, que j'ai découvert Kuro. On faisait déjà pas mal en jeunesse, des présentoirs de comptoir, des petites silhouettes de table, des décorations. Et donc, je me souviens qu'au lancement de Full Metal Alchemist, on avait créé des petites silhouettes de table, découpées. Donc, c'était le titre du renouveau d'un marché qui commençait à être en manque de blockbusters, et c'était un titre du renouveau éditorial aussi, parce que c'était très différent de ce qu'on avait l'habitude de lire en shonen à l'époque. Et toi, tu l'as lu? Bien sûr. Bien sûr, j'aurais adoré avoir Full Metal Alchemist au catalogue Kiun, évidemment, mais nous, à cette époque-là, on était absolument personne. On n'aurait jamais eu les moyens ni de l'acheter, ni de le développer, ni de lui donner la visibilité qu'il méritait. Et on a été très content de le voir atterrir chez Kurokawa parce qu'on savait que c'est un éditeur qui allait lui donner toutes ses chances. Kurokawa, l'essence même de Kurokawa, c'est quand même le Japon. Je veux dire, que ce soit Greg, que ce soit moi ou d'autres membres de l'équipe, ou Adeline ou Mathilde, on a vraiment une passion pour le Japon, en fait. Et je pense que si on devait résumer un peu les valeurs importantes de Kurokawa, je pense que le Japon est quand même un des points les plus importants, en fait. Au fil des années, pas mal de séries qui, à notre sens en tout cas, ont tenté de faire découvrir certaines facettes du Japon. En fait, la manière dont on travaillait jusqu'à ce que l'équipe s'étoffe, c'est je faisais une première sélection de mangas que je pitchais à la direction. Et j'expliquais pourquoi je les avais choisis. Bon, déjà, la moitié des gens n'étaient pas de la culture manga, on va dire. C'était des gens qui dirigeaient une maison de littérature. Donc, alors c'est des gens quand même qui avaient un certain savoir de ce qu'est un bon pitch, etc. On parle de gens qui ne connaissaient pas le manga, mais c'est les gens qui ont repéré le Da Vinci Code, les gens qui ont récupéré Jurassic Park, etc. Donc c'est quand même des gens qui ont une certaine science de la littérature, du divertissement et d'une manière générale de ce qu'est un bon récit. Je trouvais que c'était tout de suite un univers très fun, porté par un directeur de collection absolument passionné. Donc ça, c'était vraiment chouette de bosser sur ça. Et après, j'ai appris à découvrir les titres au fur et à mesure. Et bon, ils sont tous différents. Full Metal, j'ai lu au fur et à mesure, avec un scénario hyper prenant. Azuba Angadayo, il y avait un peu d'humour. Au sein même d'Univers Poche, au début, on était un peu considérés comme à part dans ce milieu très littéraire. Mais il y a un truc aussi qui faisait marrer toutes les autres personnes en marketing qui bossaient pas forcément sur le manga comme moi. C'était non mais alors vous les scénarios c'est toujours extravagant. Ils avaient cette intelligence de prendre pas mal de recul par rapport à ce que je leur racontais, et quand je leur racontais des histoires complètement invraisemblables. Enfin, imagine-moi pitcher Midori Days à des spécialistes de littérature d'une cinquantaine d'années, tu vois. Donc c'était assez particulier, mais les gens disaient, tu vois, ils disaient pas, oh là là, mais ils sont débiles ces Japonais. Non, pas du tout. Ils disaient, oh c'est original ça, le coup de la petite amie qui se transforme en la main du gars, c'est assez rigolo, oh, c'est cocasse, voilà. Et donc c'est avec ces gens-là qu'on avait une discussion, on disait ça oui, ça non. Des fois j'insistais, je dis écoutez, celui-là je sens que ça va pas vous plaire, mais je pense qu'il y a un potentiel commercial, etc. Et c'est comme ça que je défendais mes idées. Et c'est vrai que il y a quand même pas mal de mangas qui ont des scénarios qu'on pourrait dire un peu tirés par les cheveux, mais c'est aussi ça parfois qui en fait la force. Et puis petit à petit, beaucoup de mes collègues sont venus dans le bureau par curiosité, parce qu'ils en avaient entendu parler, parce que leur enfant en lisait, voulait en lire. Donc au sein même de la boîte, j'ai senti parce que beaucoup de gens me posaient des questions et me piquaient des mangas dans mes étagères aussi. Je parle par exemple de Genshiken qui était un manga sur les otaku japonais, et j'espère qu'on a pu faire découvrir cette facette-là du Japon. Un peu pareil pour Ultraman qui n'est pas forcément un héros très connu en Occident, qui est quand même un monument de la culture japonaise, et je pense qu'on est tous super contents d'avoir pu faire découvrir Ultraman, certes par le biais du manga et pas forcément par le biais de l'original, mais d'ouvrir un petit peu les gens sur des pans de la culture japonaise auxquels ils n'ont pas forcément accès normalement. Donc je pense que voilà, la vraie raison est quand même c'est de rester concentré sur ce qui nous plaît vraiment, et je pense que le Japon est une part importante de nos vies à tous.